Bon, mesdames, messieurs, chers amis, donc je suis Jérôme Malinsky, je suis adjoint à la culture, et au nom de Thierry Philippe et de l'ensemble des élus du 3e arrondissement, je vous souhaite la bienvenue dans notre mairie pour cette exposition et cette conférence animée par Charles Ramin, donc vous connaissez tous, président de l'Institut d'Histoire CGT du Rhône, et la conférence de ce soir, c'est il y a 80 ans, en 1936, le Front Populaire. Alors, je voulais d'abord excuser Mme Picard, la maire de Vénissieux, qui m'a demandé de le faire, qui peut être présente ce soir et qui le regrette. Alors Charles, je vous laisse la parole. Vous allez nous parler de 36, du Front Populaire, de Léon Blum, les premiers congés payés, les avancées sociales, des sujets qui sont bien évidemment toujours d'actualité. Voilà, je vous remercie. Et donc, comme je dirais aujourd'hui, une prolifération des idées d'extrême droite qui vont trouver leur aboutissement en janvier 1934 avec l'affaire Stavisky. L'affaire Stavisky, c'est un scandale politico-financier qui va mouiller un certain nombre de politiques, députés, parlementaires, et qui va donner aux ligues factieuses, on a dans les archives des journaux de l'époque, en clair, ce qu'on peut entendre aujourd'hui, les politiques, tous pour. Voilà, on est en janvier 1934, et le 6 février 1934, les ligues factieuses, lors d'une manifestation, c'est-à-dire les croix de feu, les camions du roi, la cagoule, vont tenter de s'emparer de l'Assemblée nationale. Il y aura 15 morts, 1500 blessés, c'est une véritable émeute. Alors, quand même, à souligner, je l'ai dit, toutes les ligues ne sont pas... les croix de feu, par exemple, le colonel de la Roque ne lancera pas, comme on dit, ses troupes contre l'Assemblée. Il se désolidarisera de cette volonté de vouloir s'emparer de l'Assemblée. À l'intérieur de l'Assemblée, parce que cette manifestation a lieu pendant que le Parlement est réuni, la droite ne dit rien, certains approuvent en douce. Édouard Daladier, il ne dit pas grand-chose. C'est Blum qui prend la parole et qui appelle les masses ouvrières à défendre la République. Alors, la République est en danger, c'est souvent qu'on appelle les masses ouvrières. Et donc, je dirais, cet appel sera entendu, puisque le 9 février, il y aura une autre manifestation avec des morts, la manifestation à l'initiative du Parti communiste et de la CGT. 9 février. Il y aura 7 ou 8 morts. Et ensuite, à l'appel de la CGT confédérée, le 12 février, un appel à la grève et à manifester contre le fascisme et pour défendre la République. C'est un appel à manifester et un appel à la grève. Cet appel à la grève sera ensuite relayé par la SFIO et se joindront à cet appel le Parti communiste et la CGT. Il y aura en province des manifestations communes. Et il y aura à Paris un départ de 2 manifestations. D'un côté, le Parti socialiste, la SFIO et la CGT confédérée, et de l'autre, le Parti communiste et la CGT. Et alors, c'est très intéressant parce que quand on regarde les documents sonores qu'on a de l'époque, à un moment donné, les 2 cortèges vont se rencontrer et c'est la base qui va pousser les responsables à l'unité en criant unité, 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 unité. D'ailleurs, on peut voir sur les documents qu'on a de l'époque, c'est la base qui dit l'unité. Et donc, va naître, eh bien, le 12 février, le Front républicain. Petite précision, ne pas confondre. Pas confondre parce que j'ai eu une fois un débat. Le Front républicain de 1934 qui va perdurer, avec le soi-disant Front républicain des dernières élections régionales, où on a demandé à la gauche de s'allier avec la droite. Dans le Front républicain de 1934, il n'y a aucun parti et mouvement de droite. Alors là-dessus, j'ai ouvert, et je referme tout de suite la parenthèse,
mon avis personnel, c'est qu'avant de vouloir faire l'union avec la droite, ça serait peut-être bien de commencer à la faire à gauche. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Et je referme la parenthèse. Voilà. Ça n'engage que moi, bien sûr, les conneries que je raconte, c'est évident. Donc voilà. Après, j'ai mis un chapitre, la réunification est en marche. Ça veut dire que, et c'est là où on trouve la corrélation avec le Congrès d'Amiens, d'un côté, les responsables de la CGT confédérée, et de l'autre, ceux de la CGTU, vont avoir tout un tas de réunions. D'ailleurs, j'ai marqué, parce que, pour être sûr, j'aime pas dire, pour amener les deux confédérations à se réunifier. Et alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est que le débat, pendant 2 ans, de mars 1934 à mars 1936, ne va porter que sur un élément, les rapports syndicats-partis politiques. 2 ans. À Amiens, ils avaient discuté une journée et une nuit. Là, pendant 2 ans. Et si la base n'avait pas poussé, il n'y aurait pas eu réunification. Faut le dire. Alors, là j'ai mis, parce que c'est un... Alors, le 8 juin 1934, il y a une première réunion avec une proposition de la CGTU de tenir ensemble des meetings communs et de faire l'union dans les syndicats. Ce à quoi la CGT confédérée répond: nous voulons l'unité organique. L'unité organique, c'est-à-dire effectivement la réunification. Le 9 octobre 1934, discussion alors entre les deux délégations CGT-CGTU. Alors, la CGTU, la délégation, est conduite par Frachot et Racano, et celle de la CGT confédérée par Jouot et Lyon. Alors, à voir, c'est très intéressant, parce que, et bien évidemment, le sujet à l'ordre du jour porte sur l'indépendance syndicale et l'incompatibilité des mandats politiques et syndicaux. Je dis bien mandat, je ne parle pas, j'ai un copain, il avait cru qu'on n'avait pas le droit d'avoir carte tout citoyen, le droit d'avoir sa carte dans sa poche, la carte qu'il veut, politique ou syndicale. Non, il parlait de mandat. Alors, c'est très intéressant quand on regarde ces discussions dans la délégation, parce qu'au niveau de la CGTU, Frachon est bien plus unitaire que Racano. Et dans la délégation des confédérés, Jouot est bien plus unitaire que Lyon. Donc on voit que déjà entre les responsables au plus haut niveau, il y a... Donc voilà, ils discutent. Alors, le 25 janvier 1935, du 25 janvier au 1er février, il y a des rencontres, toujours avec les mêmes, et ils trouvent une solution sur l'indépendance syndicale, trouvent un accord. Mais pas sur les mandats. Ça bloque sur les mandats. Pas par rapport à la compatibilité d'avoir un mandat politique et un mandat syndical. Le 6 juin 1935, les choses vont un peu se débloquer, puisque Giton, qui est un militant communiste, condamne dans l'Humanité les fractions politiques à l'intérieur du syndicat. Le 4 juillet 1935, Frachon reprend cette condamnation, ce qui est énorme, il faut voir ce que ça représente à l'époque. Le 24 juillet 1935, signature d'un texte de principe sur la réunification, c'est-à-dire il signe un texte de principe de la réunification. Du 24 au 27 septembre 1935, congrès simultané des deux confédérations, CGT, CGTU, en vue de la réunification. Donc, on a déjà pas mal avancé. Début 1936, la réunification est en marche, et je sais qu'il y en a ici. Les premiers à se réunifier avant les deux confédérations, enfin la confédération, c'est la Fédération des services publics qui se réunifie avant le congrès de Toulouse. Donc, le 28 janvier 1936, il y a un CCM d'unité qui prend la décision de tenir à Toulouse du 2 au 5 mars 1936 le congrès de réunification. Sauf que la question sur l'incompatibilité des mandats politiques et syndicaux
n'a pas été tranchée. Alors ils disent, eh bien cette question sera tranchée au Congrès de Toulouse. Puisqu'on n'a pas pu se mettre d'accord, c'est le Congrès de Toulouse de réunification qui va trancher sur cette question. Résultat du vote, 5508 voix pour le non-cumul des mandats politiques syndicaux, 2411 pour la possibilité de cumuler. C'est une décision de Congrès qui, comme certaines décisions de Congrès, n'a jamais été appliquée et n'est toujours pas appliquée. Donc, vous voyez bien que le débat du Congrès d'Amiens il y a 110 ans, il est toujours pas clos. Il est toujours pas clos. Et je sais qu'ici je connais un peu. C'est très divisé. Il y en a qui sont pour, il y en a même qui ont mandat politique et syndical. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Et le but de cette réunion n'est pas de vous mettre d'accord. Simplement, tout à l'heure dans le débat, ne vous battez pas, ça sera embêtant. C'est d'amener à la réflexion. C'est d'amener à la réflexion sur cette grande question. Voilà. J'en dis pas plus. Le congrès, vous avez vu, c'était en mars. On n'est encore pas à la victoire du Front populaire qui aura lieu en mai, début mai. Donc, 2 mai, 3 mai 1936, victoire de la gauche aux élections législatives. Et là, je veux dire, on va après, j'ai tiré un trait rouge parce que je vais faire une petite parenthèse, vous verrez pourquoi je fais cette parenthèse. Le Front populaire a gagné les élections, mais parallèlement va se répandre, certains disent c'est un slogan, pas du tout. Mieux vaut Hitler que le Front populaire. C'est effectivement, c'est pas du tout un slogan. C'est effectivement que certains font le choix d'Hitler. Et donc c'est en mai 1936 la victoire des forces de gauche aux élections législatives. Donc la gauche arrive au pouvoir. On ne peut pas dire, et je ne dirai pas, que si la gauche a gagné les élections, c'est parce qu'il y a eu la réunification de la CGT. Je ne dirai pas ça. Mais à l'inverse, on ne peut pas dire que la réunification de la CGT n'a pas eu d'incidence sur le résultat des élections. Parce que la réunification, il faut voir l'élan que ça a donné au niveau de la classe ouvrière, la joie. En juin 1936, avant l'application des accords Matignon, quand les deux sont réunifiés, moins de 500 000 à la CGT confédérée, moins de 300 000 à la CGTU, donc moins de 800 000. En juin 1936, 2 millions d'adhérents. Fin 1936, 3 millions. Début 1937, 4 millions. Michel Dreyfus écrit dans son bouquin L'histoire de la CGT une peur panique du patronat devant la vague d'adhésion à la CGT. Et là, cette vague d'adhésion, elle commence avant les élections. Donc, on peut penser que ce bonheur de la réunification, parce qu'ils en avaient plein d'eau, les gens en bas des chorales d'en haut, ils en avaient plein d'eau. Et on peut penser qu'effectivement, ça a très certainement pesé dans le résultat des élections. C'est pour ça que jamais les médias n'en parlent de la réunification de la CGT. Vous verrez, ils vont en parler pour le 80e anniversaire du Front populaire. Ils ne parleront pas de la réunification de la CGT. Ça, ils n'en parleront pas. Voilà. Donc, eh bien, la gauche est au pouvoir, et qu'est-ce qui se passe? La gauche est au pouvoir, et qu'est-ce qui se passe? Encore une illustration du congrès d'Amiens. Et de Quefer, qui avait dit, par rapport à Renard qui voulait établir un lien permanent entre la CGT et la SFIO, Quefer avait dit, ah, attention, le parti politique et le syndicat, ils n'ont pas le même rôle. Le parti politique, son rôle est de gérer, le rôle du syndicat est de revendiquer. Et de revendiquer quel que soit le parti au pouvoir.
Et en 1936, c'est la gauche qui est au pouvoir, et boum, quelques jours après, les grèves commencent avec occupation d'usines, et les grèves commencent dans les usines d'aviation, du Havre et de tout. Dire aussi que, dès l'arrivée de la gauche au pouvoir, le Front populaire dissout les ligues factieuses. C'est pas parce qu'il les a dissous juridiquement et administrativement que politiquement, elles n'ont pas continué à agir, et même, je dirais, à agir... mais bon, ça, c'est... Donc, voilà. Les grèves commencent avec occupation d'usine, et des grèves dans la joie. C'est fou quand on regarde. Ils occupent, ils dansent, ils chantent, C'est la grève dans la joie. C'est ça qui est... Parce que les ouvriers sont contents, la classe ouvrière s'est retrouvée, la classe ouvrière est unie. Il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic, l'espoir prend forme. Quand ce qui rassemble devient plus fort que ce qui divise, l'espoir prend forme. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le déclic pour que l'espoir prenne forme? Je n'en sais rien. Ça sera à vous de le dire et de le susciter. Donc, la France est paralysée. Début juin, c'est paralysie totale. Et le patronat, le gouvernement du Front populaire, Blum, qui est président du Conseil, ben, dit qu'il faut qu'on négocie avec la CGT. Alors là, mes chers amis, je vais vous demander quelque chose que je ne sais pas si je serai en capacité de faire, parce qu'au mois de mai, ils vont quand même parler du Front populaire, c'est d'écrire ce que j'ai fait il y a 10 ans, à Antenne 2, à plusieurs journaux. Parce que comment y rendre compte des négociations de Matignon? Le gouvernement du Front populaire, alors d'abord ils disent à donner. Du tout, il a donné contrat est forcé parce que le pays était paralysé. Voilà, le Front populaire, c'est pas ça. Le gouvernement à Matignon a négocié avec les syndicats. Tous les médias. Geoffrin a fait un article il y a 10 ans de 32 pages, sans citer une seule fois le sigle CGT, où il aurait pu mettre Confédération Générale du Travail. Non, non, les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats ont négocié, les syndicats ont... Un mensonge historique, un mensonge historique. Parce qu'on a les documents. Seule la Confédération Générale du Travail était à Matignon. La CFTC, n'avait pas appelé la grève, avait même sorti une motion de défiance contre la grève, elle n'était pas à Matignon. Ils ne sont pas signataires des accords Matignon. C'est grave de mettre dans la tête des gens. Ah bah j'ai fait l'expérience il y a 10 ans, t'as entendu ah oui les syndicats, bah, c'était... Ah bah les syndicats c'était qui? Oh bah il y avait la CFDT, il y avait... La CFDT n'était même pas fait. J'ai trouvé sur un site avant-hier en allant, parce que je regarde tout, il y en a qui parlent de 36 et des accords Matignon avec la CFDT. Non mais qui se foutons? La CFDT a été créée en 1964, issue d'une scission de la CFTC. À un moment donné, ces soi-disant spécialistes qui viennent nous pomper l'air et qui nous racontent n'importe quoi. Ben, je veux dire, faut faire très attention. Donc, alors, les acquis. 2 mots sur les acquis quand même, on a, avant de libérer le débat, 15 jours de congés payés. Mais est-ce qu'on imagine ce que c'est à cette époque que d'être payé à pas travailler? On arrêtait les usines pour faire l'entretien. Et les gens, ils n'étaient pas payés. 15 jours de congés payés. Moi, une fois à l'université, j'ai eu ce débat. C'est bon, les jeunes, c'est pas une critique, ils trouvent les congés payés dans leur berceau. C'est qui fait les congés payés? C'est le patron qui donne. C'est le patron qui donne les congés payés. Ben non, c'est pas les patrons qui ont donné. Les augmentations de salaire de 7 à 15%. 7% pour les salaires les plus hauts, 15% pour les salaires les plus bas. Je reviendrai là-dessus. C'est énorme, c'est énorme. Vous allez voir pourquoi. Et bien sûr, des conventions collectives dans toutes les branches. Alors, 2 ans, 3 ans après, les conventions collectives n'étaient pas toutes appliquées. Ces augmentations de salaire, c'est la crise. Entre 7 et 15% d'augmentation des salaires. Waouh, mais comment ils ont fait? Où c'est qu'ils ont trouvé les sous?
Et alors, quand on prend, vous pouvez le faire et vous pouvez regarder. Quand on prend les statistiques du chômage, 1934, c'était 15%. 15% de chômeurs. 1937, moins de 8%. Vous vous rendez compte? Eh bien oui, parce que qu'est-ce qu'ils font? Les ouvriers, ou les retraités, ben à l'époque, il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'ils font? Moi, si on me donne des sous, je vais les dépenser. Et je vais relancer la consommation. Je vais relancer la consommation. Je veux bien la relancer, mais il n'y a pas de pognon. Alors, si on m'en donne, je relancerai la consommation. Et bien, ce qui s'est passé, effectivement, le peuple, d'ailleurs, titrait dans l'exposition, vous pourrez le voir, Victoire sur la misère, c'est effectivement une grande victoire sur la misère. Je voudrais dire une chose pour terminer. Parce que, là aussi, c'est grave. Et quand des soi-disant spécialistes viennent nous dire ça à la télévision, c'est très très grave. Ah bah, le Front populaire! Vous avez vu ce que ça nous a amené, le Front populaire? Ça nous a amené la guerre. Mais quelle contre-vérité historique! En 1936, il y a longtemps qu'Hitler avait déjà lancé ses troupes sur tout un tas de pays. Et Mussolini aussi. Et que s'il y avait eu des fronts populaires, peut-être. En Allemagne et en Italie, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce massacre. Mais enfin, dire que c'est le Front populaire qui a mené la guerre, avec en plus, et c'est intéressant ce que dit le rapport anglais publié en 1960, où il dédouane le gouvernement du Front populaire accusé d'avoir empêché l'armement et tout ça, alors que le Front populaire a énormément fait pour l'aviation, et que notamment, il avait nationalisé les usines de Marcel Bloch. Et qu'en matière d'aviation, il s'est prouvé, on avait de très bons avions. Donc, je veux dire, comment est-ce qu'on peut raconter comme ça? Et vous savez, ça m'est arrivé de discuter avec des jeunes, ah le Front populaire, bah oui, après ça nous a amené la guerre. Comment on peut embobiner de cette façon-là? Voilà, moi je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la parole au débat, en sachant que sur cette question, réunification, rapport syndicat-parti politique, tout le monde n'a pas la même position. Je le sais. Et je n'ai pas l'intention de vous dire c'est cela les bons, c'est cela les mauvais, c'est ce qu'il faut faire ça, et pas ça. C'est pas mon problème, c'est pas le rôle. Le rôle, c'est d'amener à la réflexion. À la réflexion. Aujourd'hui, qu'est-ce que comment on pourrait faire le déclic qui va déclencher l'espoir? Redonner l'espoir en bas. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau politique ou syndical, on a vraiment les éléments pour susciter cette vague d'espoir, cette vague de joie qu'il y a eu en 1936? Et je terminerai ce que certains appellent une conférence, je terminerai pour amener à réfléchir. Si le présent, aujourd'hui, est incertain, n'est-ce pas parce que nous avons oublié ou méconnu le passé? Voilà, je vous remercie et je vous laisse.